beaucoup de jeunes ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir et c'est plus qu'avant. Et là, on a des statistiques qui nous le montrent, notamment les statistiques de l'IFOP, qui montrent que les jeunes sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 60 ans à avoir un sentiment de malchance de vivre à leur époque. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être ? Tu sais, quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois, c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement ? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy Étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Cavan et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Salomé Saguet. Journaliste et chroniqueuse, Salomé analyse et décrypte les grands sujets économiques et sociaux. En 2022, Salomé sort son premier ouvrage intitulé « Sois jeune et tais-toi », paru chez Payot, qui déconstruit les clichés associés à la jeunesse et plus récemment Résister, toujours chez Payot, un appel à la résistance, à l'indignation et au retour du collectif pour préserver la démocratie et le bien commun. Aujourd'hui, 1 jeune sur 5 souffre de troubles dépressifs, soit 2 fois plus qu'en 2017. Ce message est d'autant plus important pour remobiliser, pour redonner de la force et montrer que s'engager de diverses manières peut nous aider à aller mieux. Bonjour Salomé et merci d'être là. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et avant de commencer, j'ai une première question qui est comment tu vas ? Et si tu étais un sentiment, lequel tu serais ? Comment je vais ? Eh bien, pas super bien en ce moment. Je pense que la situation politique est assez préoccupante. Et pour être tout à fait honnête, au moment où on tourne cette émission, moi, je sors de 15 jours de couverture des élections américaines à regarder des discours de Donald Trump du matin au soir. Donc, je vais pas dire que ça aide au moral. Donc, comment qualifier cette humeur un peu morose ? Voilà. Et si tu étais une émotion, laquelle tu serais ? Une émotion inquiète. Inquiète. Là, actuellement, un peu inquiète quand même. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ton métier et ton engagement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, alors du coup, je suis journaliste. Je travaille pour un média en ligne qui s'appelle Blast. Et j'ai commencé sur le service public à la télévision. Et depuis le début de ma carrière, j'ai un peu jonglé entre... je garde en fait un pied dans les médias dits alternatifs, les médias sur Internet, les réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn également désormais. sur les plateformes en ligne. Et YouTube, évidemment, et les médias traditionnels, France 5, France Inter, la radio, la télé, pour parler à des publics très différents. Et c'est vraiment peut-être mon premier engagement, c'est cet engagement pour la diversité des publics, la diversité de l'information et réussir à parler à des personnes très très différentes. Et donc je parle normalement beaucoup d'économie, mais forcément ça amène à parler d'écologie, à parler de politique. Et j'ai donc choisi de me spécialiser sur le sujet de la jeunesse il y a 3 ans, en menant cette grande enquête pour ce livre « Sois jeune et tais-toi » sur l'état de la jeunesse en fait en France, pour répondre aussi aux clichés sur les jeunes. Et je considère, et c'est peut-être un peu ma marque de fabrique aujourd'hui, c'est que le journalisme n'est pas neutre, qu'on porte avec nous des valeurs et qu'on défend d'une certaine manière des valeurs et un modèle démocratique. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai écrit le livre « Résister ». Je pense que ce modèle est mis en danger par l'extrême droite, notamment en France, et que c'est pas une posture politique que de dire ça, et qu'il faut rappeler les faits, et encore les faits. Donc j'ai ce ton peut-être qui n'est pas forcément habituel pour une journaliste, surtout à la télé. C'est moins sur YouTube. YouTube, c'est plus accepté, mais où on n'a pas l'habitude que des journalistes disent clairement, voilà, moi, d'où je viens, voilà, quelles sont mes convictions, et de quand même continuer à faire un travail qui est un travail d'enquêtrice, de journaliste, où j'essaie en tout cas de respecter la déontologie et de faire de mon mieux, quoi. Mais ça permet peut-être aussi aux gens qui t'écoutent de s'identifier à toi, justement, et de se reconnaître, de voir que tu prends des positions et de dire si elle le fait, moi aussi, je peux le faire. Mais alors, c'est même pas ça que je cherche. Je ne suis pas donneuse de leçons en disant c'est ça qu'il faut faire, mais c'est simplement une question de transparence pour moi, que de dire nous ne sommes pas extraits de la société dans laquelle on officie en tant que journaliste. On n'est pas neutre, on n'est pas objectif au sens parfait du terme, parce que ça impliquerait d'être totalement détaché de la société dans laquelle on vit. Par exemple, c'est souvent vraiment l'exemple que je prends, moi je suis une femme. Je suis vraiment pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Voilà, c'est une conviction. Et je ne vais pas faire semblant que je n'ai pas cette conviction. Je prends une position sur laquelle beaucoup de gens sont d'accord, mais il y a d'autres positions comme ça où je suis assez claire. Et en fait, le message, c'est de dire, voilà moi d'où je vous parle.
Voici les valeurs que je défends. Et ensuite, je vous garantis de vous donner des faits qui sont recoupés, qui sont sourcés. Et moi, le journalisme que je prône, c'est un journalisme où tout le monde, en fait, aurait la capacité d'assumer ses positions sans que ça discrédite forcément notre parole. Et je trouve que vraiment, cette histoire de neutralité fait beaucoup de mal, parce qu'il y aurait donc les journalistes qui seraient neutres et ceux qui ne le seraient pas. Et ça veut dire que la parole qui est neutre serait un peu plus fiable que les autres. Or, la neutralité, souvent, et c'est les termes de la militante Alice Coffin, qui était journaliste aussi, qui dit la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. Et souvent, on a tendance à qualifier de neutre ce qui est en réalité la défense d'un certain système de domination. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de vraiment changer les mentalités sur ces questions-là. Je ne suis pas du tout la seule. Il y a plein de journalistes qui sont aussi sur cette position. Mais c'est vrai que si on va plus loin dans cet entretien, c'est important de savoir que, voilà, par exemple, je suis vraiment pour que on aille améliorer la santé mentale des plus jeunes. C'est un sujet qui me touche et je ne veux pas faire semblant que je n'ai aucun rapport avec ça. Et je pense que ça permet aussi de renouer un peu ce lien un peu perdu entre les journalistes et les citoyens, parce qu'il y a une grande défiance vis-à-vis des médias, une grande défiance vis-à-vis des journalistes. Et donc ma position, encore une fois, n'est pas de dire « pensez comme moi », c'est simplement de dire « voilà quel est mon chemin de pensée, voilà comment j'en suis arrivé là, voilà ce que je vous propose », et de tout sourcer de manière presque pathologique, mais il y a des dizaines de pages, de notes de bas de page avec les sources dans mes livres, parce que je veux que les gens puissent faire eux-mêmes en fait ce chemin critique. Oui, c'est ce que j'allais dire, tes livres sont quand même hyper sourcés, donc en fait, c'est ton opinion personnelle, mais quand même hyper sourcée. Oui, puis c'est pas un amoncellement de faits concordants qui irait dans ma direction. Je pense que le travail de journaliste, c'est aussi d'essayer de penser contre soi-même en permanence, d'aller voir quels sont les arguments des personnes qui pensent pas comme vous, de voir quelles sont leurs sources, et d'essayer. Moi, je change quand même très régulièrement d'avis sur certains sujets. C'est aussi ça, le travail d'enquête. Donc, je donne aussi, d'ailleurs, la parole à des gens qui pensent pas comme moi, en essayant d'expliquer quels sont leurs arguments, en expliquant les nuances aussi qu'il y a. Par exemple, moi, quand j'ai commencé ce livre sur la jeunesse, j'avais envie de dire, les jeunes sont forcément plus sensibles au climat, plus écolos. Ça, c'était un postulat que j'avais. Bon, il se trouve qu'en faisant l'enquête, c'est pas vraiment la réalité. Donc, il y a quand même vraiment ce travail d'enquête, mais encore une fois, sur laquelle je suis très transparente. Et je pense que c'est tout l'intérêt et le bien fondé, en tout cas, le point positif des réseaux sociaux aujourd'hui dans le journalisme, c'est que ça nous permet de montrer un peu les coulisses de ce qu'on fait et d'être super transparent en fait sur ce qu'on fait. Et je pense pas que c'est du voyeurisme ou des révélations un peu excessives sur soi-même. Je pense que ça permet d'avoir ce lien avec les gens et de montrer aussi parfois qu'on se trompe, parce que moi vraiment parfois je me trompe. J'ai déjà donné des chiffres qui étaient mal situés et en fait juste je le dis. Voilà. Non mais et je pense que au lieu de se positionner comme ça a longtemps été, on est dans le JT et voilà on vous donne ce qui est la bonne information et c'est nous qui avons raison. Juste de dire voilà, on est des humains et on se trompe et on fait des erreurs et juste on essaie d'être transparent sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, ton quotidien, il ressemble à quoi ? Eh bien, il est très varié parce que ça dépend beaucoup des sujets sur lesquels je travaille. Donc, c'est un mélange de beaucoup de lectures. Lecture de livres, lecture d'études, de rapports, de manière générale, sur les sujets sur lesquels je travaille. Généralement, je me fais un peu des tunnels sur certains sujets. Là, vraiment, en ce moment, c'est les élections américaines. Mais parfois, ça peut être... il y a eu les élections législatives. Je fais quand même pas mal de politique en ce moment. Mais ça peut être, là, par exemple, le vote du budget. Donc, comprendre... la dette publique française. Donc là, ça demande beaucoup de lire des rapports, d'écouter beaucoup de documentaires, de vidéos, de podcasts, tout ce qui a été produit. Donc il y a vraiment la phase de recherche. Ensuite, il y a la phase de travail de terrain. On va voir les gens, on va faire des interviews. On essaie de recueillir de l'information directement. On interviewe également des chercheurs, des personnes qui peuvent nous permettre de répondre à nos questions sur les grands sujets qu'on va traiter. Et là, par exemple, la santé mentale, c'est d'aller interviewer des psychiatres, c'est aller interviewer des sociologues spécialistes de la jeunesse et évidemment les jeunes qui sont concernés. Et ensuite, il y a la phase de tournage, après de montage et de diffusion et de promotion. Et ça, on n'en parle pas, mais c'est aussi une partie du travail de journaliste. Alors là, j'en fais quasiment pas pour ce livre sur l'extrême droite, Résister, parce que c'est trop dur pour ma santé mentale, justement, pour être tout à fait honnête. Donc là, j'ai décidé de ne pas m'exposer. Ce qui est trop dur, c'est le retour des personnes, c'est le retour, le cyberharcèlement dont tu peux être victime. Quand on parle d'extrême droite et qu'on critique l'extrême droite, surtout que là, j'y vais quand même dans le livre. Oui, le cyberharcèlement est très, très, très virulent. Moi, j'ai quand même reçu pas mal de menaces de mort, donc maintenant, je me préserve. Mais globalement, il y a quand même toute une phase de promotion de son travail. Et encore une fois, qui m'importe parce que je ne veux pas parler de mon travail que dans les médias dans lesquels je travaille. C'est aussi important pour moi d'aller ailleurs et d'aller sur des grands médias aussi de chaînes privées, de parler à des gens qui normalement n'écouteraient pas ce que j'ai à dire.
et de rompre ce phénomène de bulle qui est très délétère pour la diversité et la diffusion en fait de l'information en France et dans le monde d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on reste tous dans nos cases avec les médias qu'on aime bien, l'information qu'on aime bien, les journalistes qu'on aime bien et on va plus ailleurs. Et donc d'aller vraiment essayer de se confronter à des paroles qui sont différentes dans la mesure du possible. Moi je pense qu'il y a des médias où on peut juste pas aller parce que notre parole est trop dévoyée, mais j'essaie vraiment de faire ce travail-là. Donc en fait, il y a des jours où je suis comme ici en train de tourner un podcast, après je vais aller parler d'écologie. Il y a des jours où juste du matin au soir, je vais lire un livre et vraiment je vais surligner des trucs, prendre des citations. Donc en fait, mon quotidien est très très varié. J'ai beaucoup de chance là-dedans. Et pourquoi avoir eu envie d'écrire le livre Sois jeune et tais-toi ? Parce que à l'époque, j'étais jeune. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui sont jeunes quand même, a priori. Mais c'était il y a 3 ans, c'est ça ? C'était il y a 4 ans maintenant que j'ai commencé l'enquête. Parce qu'en fait, entre le moment où on commence l'enquête, c'est très long d'aller s'intéresser à toute la bibliographie, interroger tous les chercheurs, interroger tous les jeunes, écrire le livre, l'éditer, faire la promotion. Enfin, il y a vraiment... Donc, c'était il y a 4 ans. J'ai 29 ans aujourd'hui. J'avais 25 ans au moment du début de l'enquête. Et j'en avais marre en tant que jeune, tout simplement, de toutes les remarques que j'avais pu recevoir. J'en avais vraiment marre d'être dans les médias parce que c'était le début où j'allais à la télévision et on me traitait un peu comme la jeune de service qui comprend rien à rien et qui est trop idéaliste et qu'on n'écoute pas, en fait, et qu'on prend pas au sérieux. Et j'avais envie de... À la base, c'était vraiment juste de répondre à ces clichés-là. Et c'est vraiment en me plongeant dans le sujet, et c'est quand même très souvent que ça arrive dans le journalisme, on se plonge dans le sujet et on se rend compte que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait, qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on ne connaît pas. Moi, par exemple, j'avais mes problématiques propres de précarité en tant que jeune, toute jeune qui était dans la capitale. C'était très compliqué au début dans un emploi précaire. C'était du sexisme, mais par exemple, j'avais pas vécu le racisme, j'avais pas vécu des problématiques... j'ai grandi en zone rurale, mais je vivais plus en zone rurale, donc j'avais pas ces problématiques-là. Et donc, le travail d'enquête, ça a été aussi d'aller bien au-delà de ce que moi, j'avais vécu, de partir de ce petit point, mais d'aller vraiment réaliser une vraie enquête sur les jeunes dans leur diversité. Pour la rédaction de ton livre, comme tu le disais, tu as recensé beaucoup d'études et tu as recueilli le témoignage de nombreux jeunes. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as mené ton étude qui a servi de base à ton livre ? À la base, vraiment, déjà, je me suis intéressée à toute la bibliographie qui existe sur le sujet. Et je pense que c'est important de le souligner parce que dans ce livre, je ne dis rien de révolutionnaire. Simplement, on a beaucoup de travaux de sociologues qui travaillent sur les jeunes depuis des années et qui font des études beaucoup plus poussées que moi parce qu'eux, ils font vraiment que ça toute la journée pendant 10 ans, de recueillir des données avec des méthodologies universitaires où ils ont déjà des données qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on entend dans les médias, de ce qu'on entend dans la bouche des politiques, de ce qu'on entend aussi dans la bouche de notre vieil oncle Jean-Michel au repas de famille. Et ces données étaient peu connues. Donc moi, mon travail, c'était déjà de vulgariser ça, et donc d'en prendre connaissance. Et donc ça implique de lire des bouquins de 500 pages qui sont écrits parfois de manière très universitaire, et de se dire, ok, quelles données je récupère en fait. Et ça a été vraiment au début, après, d'aller interroger ces sociologues-là, avant d'interroger les jeunes. Et en fait, une fois que j'avais toutes ces données, à la base, j'avais pas forcément prévu d'aller à ce point sur le terrain. J'avais toutes les données qui pouvaient vraiment contrecarrer les clichés voulant dire que les jeunes seraient paresseux, seraient incultes, seraient égoïstes, ne seraient pas politisés. On a largement assez de données scientifiques sur le sujet pour prouver que c'est faux. Par contre, ça manquait d'humanité et de destin. Et c'est souvent le problème qu'on a en journalisme économique, d'ailleurs, de manière générale. On a beaucoup de chiffres. Et on oublie que derrière, il y a des destins de vraies personnes. Qu'il y a derrière chaque chiffre une trajectoire individuelle. Et ce que je voulais dans le livre, c'était aussi donner la parole aux jeunes. Le livre s'appelle « Sois jeune et tais-toi » pour dire qu'on ne laisse pas la parole aux jeunes. Évidemment, c'est pas une vraie injonction à ce que les jeunes se taisent, parce que on ne les écoute pas, en fait. Et je pense que c'est un axe fort du livre, c'était de donner la parole à ces jeunes-là dans leur diversité via des témoignages que j'ai trouvés donc d'abord sur les réseaux sociaux en lançant un appel, puis en allant chercher des jeunes de manière plus ciblée, parce que par exemple, j'ai parlé au début de mon engagement contre l'extrême droite, j'avais pas forcément des jeunes d'extrême droite qui me suivaient, mais c'était très important de leur donner la parole, puisque évidemment, ils constituent une partie importante de la jeunesse. Donc ça a été d'aller là pour le coup vraiment faire des recherches spécifiques dans des milieux d'extrême droite pour trouver des jeunes qui acceptaient de m'expliquer pourquoi ils... En fait, comment ils vivaient. Je ne les ai pas réduits à leur engagement politique, c'était vraiment qui ils étaient, comment ils vivaient, quel était leur parcours, leur histoire. Et l'idée, c'était d'avoir des histoires assez représentatives, même s'il manquera forcément toujours des types de personnes, et il y a autant d'histoires que de jeunes, mais j'ai essayé de vraiment traiter différentes problématiques avec des témoignages qui m'ont complètement bouleversée. Du coup, ça a été déterminant parce qu'après, j'étais extrêmement motivée
pour aller défendre ce livre sur des plateaux de télévision, pour faire face à des gens qui continuaient à me marteler des trucs hallucinants sur les jeunes. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Et t'as eu des retours de ces jeunes après l'apparition du livre? Oui, certains. D'ailleurs, il y en a dont j'ai suivi l'histoire. Alors, pas tous, malheureusement, parce que j'ai été complètement débordée. Puis, je continue à travailler à plein temps à côté pour un média. Donc, j'ai pas non plus pu dialoguer avec tous. Mais certains d'entre eux m'ont raconté comment, après ça, ils avaient quand même réussi à rebondir, qu'ils avaient trouvé du travail. Un jeune à qui je donne la parole qui est rentré en dépression, comment il est sorti de cette dépression. Donc, c'était quand même assez assez positif. Et justement, les jeunes, tu dis qu'on leur donne pas la parole. Pourquoi on leur donne pas la parole et pourquoi on les écoute pas? En fait, on donne la parole à un certain type de jeunes. Les jeunes qui vont rester dans les clous, qui vont répondre aux clichés qu'on a d'eux, aux attentes qu'on a d'eux. Et médiatiquement, ça donne lieu à quelques très très rares figures médiatiques qui émergent de jeunes, moi, dont j'ai fait partie à un moment. En fait, on était très très peu nombreux. Et encore aujourd'hui, ça se compte sur les doigts d'une main. En fait, les jeunes qui vont porter souvent des combats ou qui vont être des jeunes qui vont pas aller très bien, ou au contraire, qui vont dire il faut que les jeunes se bougent. Mais on n'a pas, par exemple, la parole des jeunes de banlieue pendant les émeutes. Ça, je pense que c'est vraiment un moment où on a vu à quel point on n'était pas capable de donner la parole à des jeunes qui ne rentraient pas dans le système. Et pourquoi on racontait pas leurs histoires à ces jeunes-là aussi? Pourquoi on leur donnait pas la parole? Ça veut pas dire que ça justifie, ça veut pas dire que ça excuse ou je sais pas quoi, parce que c'est un truc qu'on a beaucoup entendu. Mais je veux dire, quand on a un mouvement social, ne pas donner la parole aux personnes qui sont à l'origine de ce mouvement social, c'est quand même une aberration, d'ailleurs, quel que soit son âge. Et là, on a vraiment vu un moment où on avait des gens qui parlaient pour ces jeunes toute la journée, sur les plateaux de télévision, sans les connaître. Et avec une condescendance, un mépris, voire carrément une tendance à criminaliser complètement toute personne qui vivait dans les banlieues, qui sont très inquiétantes. Et ça arrive très souvent. Et c'est un autre grand moment où on a vu ça médiatiquement, c'était pendant le Covid, où on a beaucoup entendu parler de ces jeunes qui, soi-disant, ne respecteraient pas la loi, qui seraient des propagateurs de virus. Je rappelle quand même dans le livre qu'on a vécu une séquence absolument hallucinante en 2021, parce qu'il y a eu une rave party en Bretagne, donc pendant un moment de confinement. Voilà, il y a eu une rave party en Bretagne. Ça va, je dis pas qu'il fallait le faire. Effectivement, c'était illégal à ce moment-là. Mais il n'y a pas non plus lieu d'en faire un sujet médiatique pendant 3 semaines. Et bien pourtant, ça a été un sujet médiatique pendant 3 semaines, jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur dise qu'il allait sévir contre ces délinquants. Et en fait, là, on voit l'antigénisme systémique dans les médias, où dès qu'il y a des jeunes qui sortent un peu de l'ordre établi, il faut leur taper dessus. Et c'est un phénomène qui date de la nuit des temps. C'était déjà comme ça en mai 68, c'était déjà comme ça il y a 3000 ans, en fait, dans des écrits d'Aristote qu'on retrouve, où en fait, dès qu'il y a des jeunes qui sont pas comme les anciennes générations voudraient qu'ils soient, on leur tape dessus de manière totalement démesurée. Et donc, à la fin, on se retrouve avec tout un tas de personnes plus âgées qui vont dire que la jeunesse est, au choix, inculte, délinquante, irrespectueuse, égoïste, et on n'a pas de jeunes pour défendre en fait ce qu'ils vivent ou juste expliquer ce qu'ils vivent. Sois jeune et tais-toi, c'est un clin d'œil. Sois jeune et tais-toi, c'est un slogan de mai 68. C'est-à-dire que déjà en mai 68, il y avait des jeunes qui trouvaient qu'ils n'étaient pas assez écoutés. Et ce sont, pour certains, les mêmes jeunes de cette époque qui aujourd'hui sont des boomers au sens sociologique du terme, qui nous disent qu'on est vraiment une génération pourrie, quoi. Enfin, c'est ça la manière dont ils nous traitent. Et je l'explique dans le livre, et je donne plein d'exemples médiatiques, ça va très très loin. Il y a vraiment des personnes qui se permettent d'écrire des articles en parlant de génération narcissique, en parlant de génération égoïste, qui se permettent d'écrire des livres entiers sur les jeunes qui seraient beaucoup moins bien que les jeunes d'avant. Je pense notamment au livre de Brice Couturier qui s'appelle « OK Millennials », qui est un livre entier pour dire que notre génération est une génération décadente. Imaginez une seconde que moi, jeune journaliste, je fasse ça sur des boomers. Que moi, j'écrive un livre « Génération égoïste, génération narcissique ». Ce serait extrêmement choquant. Parce que déjà, c'est choquant d'essentialiser un groupe d'âge, un groupe social, quel qu'il soit. Mais on ne se permettrait jamais ça avec un autre groupe que les jeunes. Et les jeunes, c'est un peu les boucs émissaires, on peut tout leur mettre sur le dos. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu pendant les émeutes. On le voit évidemment avec les mouvements climat à chaque fois. C'est les jeunes complètement stupides, complètement inconscients. Enfin, il y a tous les qualificatifs qui sont utilisés. Et à la fin, on ne les comprend pas, on ne les écoute pas. Et ça résulte en de très grosses problématiques, notamment pour certains de santé mentale. Parce que justement, comment ils se sentent face à ce sentiment d'illégitimité qu'on leur renvoie finalement? On leur dit désolé. Mais c'est en fait, les images sont terribles et ont de l'impact. Quand on a un Premier ministre, Gabriel Attal, qui dans son discours de politique générale, quand il est nommé, dit
à l'endroit évidemment des jeunes de banlieue et des jeunes de manière générale, mais c'est tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Quelle vision des jeunes c'est ça? Qu'est-ce qu'on renvoie quand on dit ça devant la France entière, quand on parle des jeunes? C'est vraiment impliquer que les jeunes sont avant tout des délinquants en puissance, sont des personnes qu'il faut remettre dans le cadre, alors que, et je le rappelle dans le livre, les jeunes ne sont pas plus délinquants qu'avant, ils ne sont pas plus criminels qu'avant, ils ne respectent pas moins l'autorité qu'avant. Encore une fois, ce qui est fou, c'est qu'on dit ça des jeunes depuis 3000 ans. Ça fait 3000 ans, et on retrouve les mêmes écrits à chaque génération. C'est incroyable. Vraiment, j'invite à regarder les archives. À chaque fois, les générations précédentes ont l'impression que la génération suivante est complètement décadente. Donc il faut vraiment cesser avec ça, surtout dans une période où effectivement les jeunes sont confrontés à des difficultés qui sont quand même inédites. Et justement, on le voit, les jeunes aujourd'hui ont peur de l'avenir, ils n'arrivent pas à se projeter. Comment tu pourrais l'expliquer, ça? Beaucoup de jeunes ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir, et c'est plus qu'avant. Et là, on a des statistiques qui montrent que les jeunes sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 60 ans à avoir un sentiment de malchance de vivre à leur époque. Donc il y a 60 ans, on a posé exactement les mêmes questions aux personnes au même âge et elles ne répondaient pas la même chose. Donc il y a en tout cas une perception qui a profondément changé. Le réchauffement climatique est évidemment pour quelque chose et c'est très rationnel en fait de la part des jeunes d'avoir du mal à se projeter dans un monde où il y a des personnes qui actuellement sont mortes récemment dans leur voiture ensevelies par les flots à cause d'inondations qui sont accentuées par le réchauffement climatique. C'est très rationnel d'avoir peur de vivre dans une France à plus 4 degrés et d'avoir du mal à se projeter là-dedans. C'est très rationnel d'avoir peur du contexte géopolitique. Et en fait, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est qu'il y a plein de causes d'inquiétude chez les jeunes, qui sont plus marquées chez les jeunes que chez le reste de la population, et qui sont extrêmement légitimes. Et sur tout ce qui est de l'ordre de l'écologie, on rappelle que les jeunes dans le monde sont les plus touchés par l'éco-anxiété et de loin. Selon une enquête de The Lancet, c'est 1 jeune sur 2 qui est touché par l'éco-anxiété. Justement, est-ce que tu peux expliquer l'éco-anxiété, c'est la peur, non pas du réchauffement climatique, c'est la peur face à l'inaction et l'inertie collective face au réchauffement climatique, qui va avoir des conséquences dévastatrices. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans les interviews et qui transcende aussi beaucoup de milieux sociaux. C'est-à-dire que ce qui terrifie les plus jeunes, c'est pas le phénomène en soi, c'est vraiment l'impression que les adultes qui sont aux manettes sont absolument pas en train de gérer et de préserver notre avenir. Et qu'on ne peut pas le préserver soi-même. Et donc, un chiffre pour quand même rappeler l'inégalité générationnelle très très forte. Une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc en fait, il y a un fossé majeur qui est que, de toute façon, on sait que nos générations vont moins bien vivre que les générations précédentes. C'est une réalité scientifique. Et ça peut même amener à vivre dans une forme de chaos, en fait, là, ce qu'on est en train de nous décrire, en tout cas à certains endroits. 3,5 milliards d'humains, on le rappelle, selon le GIEC, qui vivent dans des zones vulnérables face au réchauffement climatique. Donc en fait, effectivement, beaucoup de jeunes sont donc inquiets face à ça. Ils sont pour certains victimes d'éco-anxiété. Pour certains, ça prend des formes super fortes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'incapacité à dormir. Ça peut devenir... j'aime pas pathologie, j'allais dire pathologique, mais c'est pas une pathologie. Encore une fois, pour moi, c'est lucide. C'est une lucidité. Mais vont être incapables de travailler, de se lever, vont être complètement terrorisés. Il y en a d'autres pour qui c'est une inquiétude un peu sourde, mais qui prend pas des formes aussi importantes. Mais globalement, voilà, il y a une inquiétude. Le réchauffement climatique, c'est une des 9 limites planétaires. Il y en a d'autres, comme la perte de la biodiversité, comme l'acidification des océans. C'est un des 9 problèmes qu'on a, majeurs. Il y a 7 limites planétaires qui ont été dépassées. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est pour ça que dans ce livre sur la jeunesse, il y a quand même un petit chapitre sur la crise écologique, pour rappeler que tous les jeunes aujourd'hui qui sont éco-anxieux, et pour ceux qui se lancent dans le militantisme, c'est ce qu'il y a de plus rationnel à faire aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est de ne pas être anxieux face à ça, en fait. L'écologie, c'est un sujet qui te tient très à cœur et sur lequel tu es très engagé. Comment toi, tu arrives à ne pas sombrer dans le défaitisme et la peur face au flot d'informations auxquelles tu fais face tout le temps? Déjà, pardon, mais je corrigerai sur le très engagé, parce qu'on dit souvent ça, des journalistes qui informent sur le réchauffement climatique et sur ce qui se passe. Encore une fois, moi je pense que ne pas alerter sur le réchauffement climatique, ne pas en parler tous les jours, c'est un engagement. C'est un engagement pour l'inaction. Et en tant que journaliste économique, c'est une aberration si je ne parle pas d'écologie, en fait, aujourd'hui. C'est une faute déontologique. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'espace médiatique et politique actuel, rappelez ça, ça a été taxé d'engagement et de militantisme. Et on revient à cette histoire de la neutralité. Et désolé, j'insiste dessus, parce que je pense que c'est une bataille qu'on doit gagner, là, des mots. Ils ont réussi à annihiler le langage et à réussir à faire passer des positions qui se rapprochent le plus de la vérité, parce que je pense que les scientifiques, vraiment, là, on est quand même au plus proche de la vérité, comme des opinions.
ils font d'opinion des faits et ils font des faits des opinions. Et on doit rester, pour moi, intraitable là-dessus et dire, voilà, là, le danger est quand même majeur. Donc moi, j'ai pas la sensation d'être engagée. J'ai juste l'impression de rappeler ce qui se passe. Et effectivement, quand on est confronté toute la journée à la dure réalité du changement climatique, de la crise économique, de l'augmentation des inégalités et de la crise géopolitique, qui est réelle, qui est vraiment très, très préoccupante, la montée de l'extrême droite partout dans le monde, les tensions géopolitiques, c'est dur de garder le moral. J'en parle dans, justement, ce dernier livre, où on pourrait se dire résister à l'extrême droite, quel rapport avec la santé mentale ? Et bien j'ai un petit encart sur le fait que résister, c'est aussi prendre soin de soi. Et c'est aussi se couper du flot d'informations. Et c'est une journaliste accro à l'info qui vous le dit, donc c'est vraiment important. Et moi, mon grand défaut, c'est d'avoir beaucoup de difficultés à me couper de ça. Et je pense qu'on perd la capacité à bien faire son travail quand on est tout le temps la tête dedans. Et on perd la capacité d'ailleurs à être épanoui et être heureux. Ça ramène à une question, je pense, qui traverse aussi beaucoup de jeunes, c'est est-ce qu'on a le droit d'être heureux et d'être bien dans un monde qui va si mal ? Et je pense que c'est une forme de résistance que de réussir à prendre soin de soi dans un monde où tout nous dit de ne pas prendre soin de soi. Donc là, récemment, depuis pas très longtemps, j'ai commencé à vraiment m'obliger à couper à des moments de cette actualité pour pouvoir mieux la traiter plus tard. À prendre du temps pour faire du sport, des choses aussi basiques. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des moments de décompression que je n'arrivais pas à prendre et que encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à prendre. Et c'est ça, en fait, qui permet de tenir. Et que vous alliez mal face à l'actualité ne change rien à cette actualité. Donc, vraiment, il faut réussir à prendre la mesure de la gravité de ce qui se passe. C'est normal de ressentir de la peur, c'est normal d'être... En fait, c'est vraiment humain d'être inquiet face à ce qui se passe, mais on peut pas être que là-dedans. Et je pense qu'on a besoin d'entendre qu'on a le droit de ça. En tout cas, moi, j'ai longtemps eu besoin de l'entendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information, en fait, l'accès est ultra facilité, notamment grâce aux réseaux sociaux, où on est dessus non-stop, et les jeunes sont sur les réseaux sociaux non-stop. Donc, en fait, on leur balance toute la journée de l'actualité, de l'information. C'est quoi l'impact sur eux ? Et comment faire pour se préserver de ça ? Puisqu'en fait, même si on a envie de se couper, ça revient toujours à nous. Il y a un chapitre dans Sois jeune, tais-toi qui est dédié à cette question d'Internet, qui est un piège et un refuge. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des endroits où les plus jeunes trouvent un moyen de s'extraire de la dureté de leur quotidien. Il y a des endroits où on parle de santé mentale, il y a des endroits où on peut rêver, on peut penser à autre chose, où on peut se projeter dans des destins. Il y a vraiment des contenus, je pense, qui font beaucoup de bien aussi. Il ne faut pas oublier que c'est pas que l'information délétère, Internet. On va pas aller sur la télé, les gens ne regardent pas la télé. Clairement, toutes les statistiques le montrent, on est sur Internet, en fait, et les réseaux sociaux. Donc, c'est réussir déjà à sélectionner ces contenus et de pas, encore une fois, culpabiliser, de regarder des contenus à un moment qui nous font du bien. On n'est pas obligé, après c'est peut-être pas tous les jeunes, mais moi je sais que je regardais que des contenus à un moment qui étaient forcément utiles ou d'utilité sociale, avec une information importante. Il fallait que même les films que je regarde soient politiques d'une certaine manière. On a le droit de regarder des trucs un peu stupides de temps en temps et juste qui font décompresser et qui font du bien déjà. Et ensuite, sur la partie information, effectivement, les jeunes sont confrontés à beaucoup d'informations. Et là encore, c'est un cliché que je démonte complètement dans le livre. Les jeunes sont informés, globalement. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils sont pas informés, ils sont pas des experts en géopolitique. Ça veut pas dire qu'ils écrivent sans faute d'orthographe. J'insiste, parce que c'est souvent sur ça qu'on les rattrape. Mais globalement, ils savent où est-ce qu'il y a des guerres, qu'il y a un réchauffement climatique. Ils sont au courant qu'il y a une utilisation même du 49.3. Ils sont au courant qu'il y a des dénis démocratiques. Ils savent pas forcément qui est ministre de quoi et ils connaissent pas tout sur le bout des doigts, mais ils sont quand même au courant des grandes dynamiques de ce monde. Donc ça, déjà, c'est très important de le souligner. Et ensuite, ils sont exposés, comme le reste de la population, aux fake news. Et c'est important de souligner, comme le reste de la population, parce que les jeunes ne sont pas plus perméables aux fausses informations que les autres. Et ce qui fait beaucoup de mal, je pense, c'est de ne pas sélectionner le moment où on regarde ces informations, 2, d'être exposé à tout type d'images violentes sans préavis. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont sur TikTok et qui vont tomber sur des images absolument terribles, sans forcément y avoir pensé, et entre 2 images de recettes de cuisine. De recettes de cuisine, de sport, de sketch, quoi. Enfin, de trucs qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, on a vraiment cette espèce de mélange, et d'un coup, on se retrouve confronté à des choses qui sont très violentes, dont il ne faut pas sous-estimer l'impact. Donc moi, le conseil que je donne, c'est vraiment de sélectionner les moments où on veut s'informer, de s'informer via des médias ou des personnalités qui produisent de l'information. Je pense que c'est, par exemple, Crazy Sally, dont je l'étalais dans son podcast, qui fait vraiment du contenu de divertissement et d'information. Elle donne de l'information fiable, par exemple. Donc, de trouver des sources d'information.
de les sélectionner, de se dire ok là je vais m'informer. Et je pense que c'est important de rester informé. Mais aujourd'hui tout est mélangé, tout est balancé comme ça. Et puis surtout vraiment j'insiste de recouper, de vérifier, de diversifier les sources d'informations. Et je pense que quand on arrive à bien sélectionner ça, à bien compartimenter, on peut réussir à s'informer sans être complètement trop atteint. Et il y a aussi des périodes où quand on sent qu'on ne va pas bien, on n'est pas obligé de s'informer. Parce que c'est complètement inutile. Si on se rajoute de l'information qui est violente par-dessus un état qui est préoccupant, je pense notamment à tous ces jeunes, on en parlera peut-être, mais qui font des tentatives de suicide, qui sont dans des dépressions, il n'y a pas besoin de se rajouter ça. Et c'est pas être une mauvaise personne, c'est pas être un mauvais citoyen, on a tous besoin de prendre des pauses. Et pour ma part, moi ça m'est arrivé de prendre des pauses de plusieurs semaines, un peu forcées, c'était difficile, mais c'est nécessaire à certains moments. Et donc c'est vraiment une question de dosage que c'est à chacun de trouver, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'éducation là-dessus, qu'on n'en parle pas, quand on parle d'information à des jeunes, c'est pour dire que les jeunes sont désinformés et qui sont complètement stupides parce qu'ils sont sur les réseaux. Enfin, il y a vraiment une manière de traiter ça qui est absurde et qui est dangereuse. Donc on a besoin de parler d'information et de santé mentale. Justement, aujourd'hui, comment ils se sentent les jeunes face à ces problèmes de santé mentale et est-ce qu'ils sont suffisamment informés sur qu'est-ce que c'est la santé mentale, comment j'en prends soin? Alors non, les jeunes ne sont pas du tout informés sur ces questions-là, enfin pas assez en tout cas. Évidemment, il y a une minorité qui l'est, notamment qui se charge d'informer les autres jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, donc ça, il faut bien le souligner. C'est-à-dire qu'un des premiers vecteurs d'information sur la santé mentale des jeunes, c'est les jeunes, les mêmes jeunes qu'on a tendance quand même à fustiger très largement dans les médias ou dans les familles. Je vais vous donner quelques chiffres, parce que c'est le moment chiffre, mais c'est les chiffres de Santé publique France pour la plupart, qui nous disent que les pensées suicidaires déclarées ont été multipliées par plus de 2 chez les jeunes depuis 2014, qui sont passés de 3,3% à 7%. Donc chaque année, on a 7% des jeunes qui pensent à mettre fin à leur jour, ce qui est quand même phénoménal. J'en profite pour rappeler le 3114, numéro d'urgence si on a des pensées suicidaires. Absolument, 3114. Il faut vraiment surtout pas rester seul et pas rester avec ça. C'est pas que des pensées. Chez les jeunes, il y a des véritables tentatives de suicide qui sont en augmentation constante, c'est-à-dire qu'on a chaque année de plus en plus de jeunes qui essaient de mettre fin à leur jour. L'année dernière, c'était 60% de plus que l'année précédente, donc c'est un vrai sujet. Pour la première fois, on a un nombre de passages aux urgences pour des tentatives de suicide qui est plus élevé chez les jeunes que les plus âgés. Ça, c'est une bascule absolue. Et on a une explosion absolue de la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de consultations auprès de psychologues. Donc il y a vraiment un état d'urgence de la santé mentale des plus jeunes. Je donne ces chiffres parce qu'ils font peur, mais aussi parce que je crois qu'ils font du bien quand on va soi-même pas très bien. Et comment de savoir qu'on n'est pas seul. Comment on l'explique? Évidemment, il n'y a pas d'explication simple et linéaire à ça. Moi, je pense que c'est le contexte qui a vraiment un effet de contexte économique. On rappelle, les jeunes sont les premiers précaires, difficulté d'accès aux études, difficulté d'accès au premier emploi. Il y a le contexte climatique, il y a le contexte géopolitique, il y a le contexte politique interne, perte de la démocratie. Il y a l'augmentation des informations violentes et des peurs aussi sur les réseaux sociaux. L'extrême droite, là-dessus, touche beaucoup les jeunes, par exemple. Quand on pense vraiment qu'on est en train de vivre une submersion migratoire, ça crée de l'angoisse. Il y a vraiment tout un tas de vidéos. Enfin, c'est vraiment cet ensemble qui, je pense, crée une grande détresse chez les plus jeunes. Et les réseaux sociaux peuvent... J'ai parlé du bon côté des réseaux, mais il y a vraiment un côté très négatif des réseaux sociaux qui augmentent le harcèlement, qui augmentent l'isolement, qui parfois peuvent enfermer dans des bulles algorithmiques très dangereuses. Là, il y a l'éruption des intelligences artificielles. Alors, j'en parle pas dans le livre parce que c'était pas trop le cas à ce moment-là, mais là, aujourd'hui, ça va poser d'autres problèmes. Il y a eu un suicide, là, d'un plus jeune aux États-Unis récemment, suite à un dialogue avec une intelligence artificielle. Donc, tout ça, voilà, commence à poser de sérieux problèmes. Mais en fait, surtout, pour moi, ce qui fait qu'on n'arrive pas à enrayer ce problème, c'est qu'on ne le traite pas en tant que société. Et donc, les plus jeunes qui vont pas bien sont très seuls. Et tu me demandais s'ils sont informés sur la santé mentale? Non. La plupart des jeunes qui ne vont pas bien ne se disent pas qu'ils vont chercher de l'aide, que c'est pas de leur faute. Ils pensent que c'est de leur faute. Ils pensent qu'ils n'y arrivent pas, en fait. Au jeu de la vie, ils s'en sortent pas. Et ils font parfois face à des entourages, que ce soit familial, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans l'entourage professionnel ou amical, qui les culpabilisent et qui continuent à leur dire faut se bouger, faut que tu te battes. Il y a un discours très libéral en fait qui est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, notamment le nouveau self-made man, quoi, l'idée que il faut se lever le matin, quand on veut on peut. C'est aussi toute l'idée qui est promue par des grandes vidéos de
on va accomplir des grands défis, et quand on veut, on peut. Ce quand on veut, on peut, il fait un mal fou Il nous fait aux plus jeunes. culpabiliser. Il fait un mal fou. Ça veut pas dire qu'il faut pas se bouger, ça veut pas dire qu'il faut pas se motiver. Mais il y a tellement de jeunes qui n'en sont pas en capacité. Et ceux-là, on parle quand même de 7% des jeunes qui vont avoir des idées suicidaires sérieuses tous les ans. C'est énorme. Et ça, c'est des chiffres qui sont déclarés, ça peut être beaucoup plus. Et on peut pas se dire que ces jeunes-là sont juste des jeunes qui en font pas assez, en fait. Et notamment, un truc qui fait beaucoup de mal, c'est le contexte économique, je l'ai dit, les jeunes sont les premiers précaires, ils ont de plus en plus de difficultés à trouver des emplois qui sont de plus en plus précaires, de plus en plus mal payés, avec de moins en moins de sécurité, avec de moins en moins de responsabilité aussi dans certaines entreprises. Donc en fait, ils sont balancés dans un système économique qui est violent, qui produit de la souffrance, qui produit des dépressions, et ce sont ceux qui sont le plus exposés à ça. Et on leur dit, oui, mais moi, à ton âge, je travaillais. Oui, non, mais le contexte économique n'a plus rien à voir. Et ça, je pense que c'était important aussi de le rappeler. Et donc, face à ça, évidemment, la réponse, elle est structurelle. Politiquement, faire des politiques de la jeunesse qui donnent tout simplement de meilleures conditions de vie aux plus jeunes et à l'ensemble de la population. Et bien sûr, une réponse psychologique, psychiatrique. Or, aujourd'hui, le corps médical, notamment en psychiatrie, est totalement débordé. En pédopsychiatrie notamment, ils n'arrivent plus à gérer le flux. Et ils le racontent tous, en plus, dans tous les articles et les témoignages qu'on a là-dessus. Donc, face à ça, c'est compliqué de dire aux jeunes, bougez-vous, machin, parce que déjà, ils vont pas bien, déjà, c'est dur, mais en plus, le système n'est pas du tout fait pour qu'ils puissent trouver de l'aide rapidement. Et c'est pour ça que j'insiste sur la réponse structurelle. Soigner un jeune qui a fait un burn-out pour le rebalancer dans un système du travail qui va lui faire refaire un burn-out, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'à côté de ça, ils aient des conditions matérielles d'existence dignes, minimales, ce qui n'est pas le cas. Donc ça peut pas être qu'une réponse, c'est vraiment à double tranchant, et j'insiste, il y a vraiment les moyens de faire ça. On a vraiment la possibilité de mettre en place une politique qui permettrait à ces plus jeunes de ne plus avoir envie de se flinguer. Et c'est vraiment un choix de société qu'on fait aujourd'hui que de sacrifier une partie des plus jeunes. Et par-dessus le marché, on va leur dire qui sont une génération toute pourrie. Non, mais c'est juste, c'est inadmissible et c'est insupportable. C'est pour ça que je suis peut-être un peu véhémente sur le sujet, mais parce qu'on parle de vies humaines à la fin qui sont complètement brisées. Et quel conseil tu voudrais donner aux jeunes qui nous écoutent justement et qui vont pas très bien en ce moment ? Vraiment, le premier conseil, c'est évidemment, si vous avez des pensées suicidaires, c'est de tout de suite se faire aider. Et le problème, c'est que c'est un moment où on n'a pas envie de se faire aider, où c'est difficile, mais il faut absolument, absolument, absolument aller chercher de l'aide, ne surtout pas lâcher, de prendre ça très au sérieux. En fait, avoir des pensées suicidaires, je pense, c'est le premier, c'est vraiment le plus grave, c'est à prendre très au sérieux, même si on n'en a pas en permanence. Il faut même sensibiliser les proches, au final, de faire attention. Alors, exactement. Donc ça, c'est si on est touché soi-même. Il y a beaucoup de signes qui permettent de voir que quelqu'un ne va pas bien, qui devraient alerter l'entourage. Enfin, le premier pas consiste déjà à prendre au sérieux la souffrance d'autrui. Vraiment, c'est la base, mais ce n'est pas respecté, en fait, dans beaucoup d'endroits. On se dit que cette personne en fait trop, qu'elle est trop faible, ou qu'on n'a pas le temps, Et en fait, on peut sauver des vies en faisant ça, dans sa propre famille, notamment. Donc, quelqu'un qui présente des signes d'anxiété, de dépression, évidemment, de pensée suicidaire, il faut agir, il faut accompagner et écouter. Vraiment, ça passe par l'écoute pour l'entourage. C'est tout simplement de prendre au sérieux les difficultés. Et le nombre de témoignages que j'ai eu de jeunes qui étaient confrontés à des familles qui se disaient qu'ils en faisaient trop, ou pas assez, justement, et que c'était un peu de leur faute, et que oh, ça va, moi, à ton âge, j'ai vécu plus dur. Et en fait, ça, c'est vraiment le pire truc qui puisse exister. Ensuite, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher une aide psychiatrique, psychologique, de trouver... Il y a beaucoup de dispositifs quand même qui peuvent exister. Le problème, c'est qu'il faut persévérer un petit peu... pour aller trouver des centres où c'est remboursé, notamment les consultations psychologiques, et de rien lâcher, puisque ça change la vie. Et on n'est pas condamné à être dans cet état-là. Et ensuite, pour les plus jeunes, de manière générale, qui peuvent être inquiets ou qui ont juste envie d'aider les autres jeunes aussi autour d'eux qui vont pas très bien, moi, je pense qu'une des grandes réponses au mal-être, c'est l'engagement, c'est l'action. C'est quand on constate une injustice ou quelque chose qui nous met pas bien, quand on est soi-même victime d'une injustice, c'est de passer dans un collectif et d'avoir une forme d'action et donc le sentiment d'utilité. Et ça, c'est vraiment un conseil très personnel, c'est-à-dire que j'insiste, la première réponse quand on va pas bien, c'est avant tout psychiatrie, psychologie, soins médicaux absolus. C'est vraiment la priorité. Là, je parle de manière plus générale. Moi, à titre personnel en tout cas, ça donne beaucoup de force
Et ça me donne vraiment des raisons de me lever le matin que de me dire que j'ai l'impression, en tout cas, de faire quelque chose qui est utile, qui, dans mon cas, est de la sensibilisation, mais ça peut être l'inscription dans une association à but altruiste. On n'est pas obligé d'attendre des élections, on n'est pas obligé ça ne passe pas que par le vote. On n'est pas obligé d'être dans un parti ou même un syndicat, même si, bien sûr, moi, je pense que toute politisation reste bonne à prendre, mais c'est de trouver sa manière de s'engager, de se sentir utile et d'être entouré de gens qui vont être comme nous. Et ça peut vraiment changer la vie. Et ça peut changer ce sentiment très fort d'impuissance qu'ont beaucoup de jeunes face aux situations actuelles, que de se dire, moi, je fais ma part, j'essaie d'agir à ma manière et d'avoir des personnes avec qui partager son expérience. Et justement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de s'engager ? Parce que souvent, on a l'impression que c'est par les urnes. C'est ça, c'est très, très... déjà, effectivement, c'est de rappeler qu'il y a plein de manières de s'engager. Et d'ailleurs, les jeunes l'ont bien compris. Aujourd'hui, une des premières formes d'engagement, ça reste l'engagement associatif. Vraiment, beaucoup de jeunes, un jeune sur deux en tout cas dans une association, mais ça comprend les associations sportives. Enfin, ça va pas forcément être un engagement, voilà. Un jeune sur 5 dans une association à but altruiste. Ça peut être le boycott, ça peut être de poster sur les réseaux sociaux, ça peut être des rassemblements, ça peut être de manifester, ça peut être le choix professionnel. Ça aussi, c'est très important, et c'est de plus en plus important chez beaucoup de jeunes. Le choix d'études, le choix de carrière, quand on le peut, de faire quelque chose d'utile, de refuser peut-être un salaire plus important pour pouvoir se consacrer à quelque chose qui améliore la société. Et je pense qu'il y a beaucoup de formes d'engagement qui restent à inventer. Et je parle dans le livre de ceux qui choisissent de s'asseoir sur une route, de balancer de la peinture sur un tableau. En fait, il n'y a aucune étude aujourd'hui qui est capable de nous dire si c'est efficace ou pas. Donc je n'en ai aucune idée, et personne n'en a aucune idée en fait. On n'a aucun recul là-dessus, donc on peut avoir une opinion personnelle, mais on n'a pas de données chiffrées. Mais ils tentent quelque chose en fait. Ils se disent, bon, on nous écoute pas, on va essayer telle forme d'engagement. Je pense qu'il faut être créatif dans cet engagement-là, surtout au vu de l'ampleur des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, qui sont vertigineux, et c'est vraiment notre avenir collectif qui est en jeu. Donc inventons aussi autre chose. Et après, il y a vraiment tout ce qui est réseaux sociaux, ne serait-ce que liker un post, partager, commenter, sensibiliser son entourage, c'est aussi une forme d'engagement. Je terminerai sur l'engagement par l'information, parce que moi, c'est mon engagement à moi. Le partage d'informations, c'est ce qui fait la démocratie, c'est ce qui fait des citoyens éclairés, et c'est ce qui détermine les politiques futures, et ce qui détermine la direction que va prendre une société, c'est le degré d'information des citoyens. Donc prendre le temps de partager des informations, c'est un acte militant en soi. Et prendre le temps, dans un dîner de famille, de convaincre Jean-Michel que le réchauffement climatique est un vrai problème, qu'on a besoin d'un changement de paradigme, ça c'est très difficile. Et pourtant, c'est un des trucs les plus efficaces qu'on peut faire aujourd'hui. Puisqu'on le rappelle, la source d'information la plus fiable selon les Français, ce sont leurs proches. Donc les gens qui nous écoutent ont beaucoup plus de pouvoir que moi pour transmettre de l'information. Si eux vont faire l'effort de recommander quelque chose, d'avoir cette discussion, ils auront beaucoup plus d'impact. Et donc, il y a vraiment un changement structurel à opérer via l'information, via le dialogue. Et c'est pour ça que j'ai écrit ces 2 livres. Ces 2 livres, c'est des outils pour communiquer. Voilà les données, voilà ce dont on dispose, et on en discute. Et c'est pareil pour résister sur l'extrême droite. Voilà les données les plus fiables dont on dispose, sur le danger que ça représente, sur la démocratie, sur leur programme. Voilà le concentré de chiffres, de tout ce qu'on sait, voilà les sources. Discutons-en. Et justement, aujourd'hui, les jeunes votent de moins en moins, même si on a vu une forte mobilisation aux dernières législatives. Comment on explique que par rapport à leurs aînés, ils votent moins aujourd'hui ? Alors déjà, il faut rappeler que les jeunes ont toujours moins voté. Parce que c'est un moment de la vie où on se construit politiquement, parce qu'on est aussi en situation de mobilité spatiale très forte, parce qu'on étudie, parce qu'on va passer de ville en ville. Donc déjà, les jeunes, depuis qu'on a la démocratie représentative, ont toujours moins voté. Ça, pareil, on a tendance à l'oublier. Ensuite, il y a un recul général du vote et une crise de la démocratie représentative ou de la Ve République en France qui ne touche pas que les jeunes. Et ensuite, il y a une différenciation dans la politisation des jeunes, c'est-à-dire qu'ils ne se politisent plus du tout de la même manière. Et ça, c'est les travaux du sociologue Vincent Tibéri qui l'ont très bien montré. Là où le vote était un devoir pour la génération post-Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, c'est plus un droit et une possibilité, mais pas un devoir. Ça ne veut pas dire que les jeunes sont moins politisés ou moins concernés par ce qui se passe, c'est simplement qu'ils ne considèrent pas que c'est la manière la plus efficace de changer les choses. Et à titre personnel, je vote. Je considère, moi j'appelle à voter autour de moi, je pense que c'est un acte démocratique, mais je ne peux que comprendre les jeunes qui se disent que ça ne sert à rien quand on voit le résultat des dernières élections législatives, qui ont été un véritable déni démocratique, qualifié comme tel quand même par beaucoup d'observateurs, de chercheurs, et
où les jeunes se sont mobilisés massivement pour aller voter, en l'occurrence à gauche. On le rappelle, c'est quand même la tranche d'âge la plus à gauche de ce pays, c'est les plus jeunes, notamment les 18-24 ans, où là on est vraiment un jeune sur deux qui a voté pour le nouveau Front populaire aux dernières élections. Donc là les chiffres sont extrêmement clairs. Et ensuite c'est l'extrême droite, un jeune sur trois, qui a voté pour les partis d'extrême droite aux dernières élections. Et ce que je constate, c'est que le point commun quand même de ces deux votes, quand les jeunes votent, c'est un vote de rupture, qui se repose sur deux visions du monde extrêmement différentes, mais c'est un vote de contestation. C'est-à-dire que le message des plus jeunes, soit en s'abstenant, soit en votant très à gauche, soit en votant pour l'extrême droite, c'est de dire le système que vous nous proposez, on n'en veut plus. Et en fait, on n'écoute en aucun cas ces jeunes, quoi qu'ils fassent en fait, qui votent à gauche, qui votent pas, qui votent à l'extrême droite, de toute façon, cette colère, elle n'est pas entendue. Cette volonté de changement, elle n'est pas entendue. Et donc, pourquoi ils iraient continuer à voter ? Puisque de toute façon, on ne les entend pas. Encore une fois, c'est pas ma position. J'ai essayé juste d'expliquer dans le livre pourquoi. Moi, j'ai trouvé des jeunes qui vont manifester, ce qui est en soi beaucoup plus coûteux, puisqu'on prend le risque, déjà on prend le temps, on prend de l'énergie, on prend le risque de se faire mutiler aujourd'hui quand même, quand on va en manifestation potentiellement. On prend vraiment le risque d'être exposé à des violences policières. Et il y a des jeunes qui préfèrent faire ça, qui considèrent que c'est plus utile de faire ça que d'aller voter. Donc ça dit aussi beaucoup de la manière dont on a délaissé les jeunes dans le système politique, puisque là encore, on le rappelle, tous les candidats depuis Mitterrand se sont dit être les candidats des jeunes à la présidentielle. À chaque fois, il y a une campagne sur les jeunes, on veut être moderne, on veut être progressiste, évidemment, on veut être le candidat des jeunes, tout le monde veut être le candidat des jeunes, mais en réalité, il n'y a personne qui fait rien pour la jeunesse. Et depuis le début, vraiment, toutes les politiques de la jeunesse n'ont pas été à la hauteur de ce dont avaient besoin les plus jeunes. Et en plus, sont souvent teintés d'un discours un peu anti-jeune, en véhiculant tous ces clichés dont on a parlé, qui voudraient que les jeunes soient une espèce de ramassis uniforme. Et ça a été vraiment très marqué avec la mise en place du service national universel, dans un moment où beaucoup de jeunes n'arrivaient plus à manger, n'arrivaient plus à se chauffer, n'arrivaient plus à vivre correctement. Et c'est un dispositif qui allait coûter à minima 2 milliards, 2 milliards d'euros. Et certains disaient au contraire même jusqu'à 5 milliards d'euros, donc vraiment des budgets faramineux. Et ça plaît pas aux jeunes. Je veux dire, le service national universel, c'est une réminiscence du service militaire. Si vous allez demander aux plus jeunes aujourd'hui ce dont ils ont besoin, très peu vont vous répondre un service militaire, en fait, ou un truc qui ressemble au service militaire. Ça veut pas dire que l'idée en soi est achetée. C'est une question de priorité. Et quand on fait ça, on parle pas aux plus jeunes, on parle aux plus âgés. Et quand on voit que les besoins des plus jeunes sont à ce point pas écoutés, que leur vote ne semble rien changer, puisqu'en plus, on rappelle, dernière donnée très très importante, les plus de 60 ans en France sont 2 fois plus nombreux que les 18-29 ans. Donc quand bien même on aurait demain tous les jeunes qui iraient voter pour le même parti, ils ne pourraient pas numériquement contrebalancer le vote des plus âgés, qui est un vote conservateur. Donc c'est compliqué de dire aux jeunes de se mobiliser dans ces conditions-là. Et surtout, je doute qu'on réussisse à mobiliser à nouveau ces tranches d'âge pour de prochaines élections qui, en plus, pourraient arriver très vite. Et donc là, pour faire un peu une conclusion, si tu avais un message à faire passer aux jeunes et à leurs aînés, lequel ce serait ? Pour les plus jeunes, c'est de faire entendre leur voix. Moi, c'est le combat de ma vie. C'est vraiment de réussir à ce que ceux qui n'ont pas la parole puissent l'avoir et surtout qu'ils puissent exprimer leurs besoins à eux. Donc ça, c'est vraiment une chose, c'est d'écouter les plus jeunes. Et pour les plus âgés, c'est d'arrêter, de critiquer les plus jeunes de manière souvent totalement décomplexée et illégitime. 2, d'arrêter, pour ceux qui ne critiquent pas les plus jeunes, de penser que ce sont eux qui vont changer les choses. Et de penser que la responsabilité leur incombe maintenant de réparer le monde qu'ils ont détruit. Et c'est pas un message qui vise à culpabiliser les plus âgés. Aujourd'hui, on peut pas laisser juste les jeunes changer ça parce qu'ils ne peuvent matériellement pas. Ils sont en minorité démographique. Ils sont clairement pas dans les institutions qui ont le pouvoir. Ils ne sont pas à la tête des institutions politiques, ils ne sont pas à la tête des entreprises, ils ne peuvent pas massivement voter pour changer les choses, et on a besoin de changer les choses très radicalement et maintenant pour préserver l'habitabilité de la planète, pour préserver vraiment les conditions de vie de base. Donc est-ce qu'il n'est pas temps de s'unir, enfin ? Il est complètement temps de s'unir. Et on n'arrivera à changer les choses qu'en s'unissant. Et je sais que c'est difficile de dépasser parfois les différends qu'on peut avoir entre ces différentes générations ou les différents familiaux, mais là, c'est une nécessité vitale. On a besoin, en fait, de s'unir. Donc c'est évidemment un appel au dialogue, à la discussion et à la démocratie. On
va terminer avec l'habituel blind test feeling. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as été très heureuse ? Je pense que la dernière fois que j'ai été très heureuse, c'est quand j'ai gravi une montagne cet été. J'ai fait un trek et c'est quelque chose qui était un grand moment de ressources pour moi que de faire de la randonnée. Je sais que c'est un peu bateau, mais je suis ardéchoise, j'ai grandi en faisant des randonnées, ça a beaucoup d'importance pour moi. Et à chaque fois, je me sens particulièrement légère et insouciante. Et d'avoir tout simplement la connexion avec la nature. Encore une fois, c'est un peu bateau, mais moi, c'est ce qui me rend la plus heureuse, en fait. De tout le reste. Oui, puis de me reconnecter, en fait, peut-être aussi à ce qui est réel, ce qui est la nature et ce qui est, pour moi, mes racines, puisque, encore une fois, j'ai grandi dans les montagnes ardéchoises, donc ça a beaucoup de sens pour moi et c'est comme ça que j'arrive à être très heureuse. Et la dernière fois que tu as pleuré ? Quelque chose qui m'a vraiment fait pleurer, ça a été la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et je pensais vraiment pas. En plus, j'avais pas envie de la regarder. Je tiens à dire que j'étais vraiment pas du tout pro Jeux Olympiques. Je trouvais que c'était un désastre social et environnemental. Aucune envie de regarder ça. Et c'est un ami qui m'a dit « Mais si, c'est important, viens, on regarde. » Et au début, je regardais vraiment du coin de l'œil. Et là, j'ai vu un nombre de messages, en fait, très positifs, de vivre ensemble, de dialogue, de rendre aussi honneur à des grandes figures de l'histoire qui sont celles à qui on ne rend jamais les honneurs, qui sont des grandes féministes notamment, qui ont des statues qui sortent de la scène. Et ça a été vraiment, moi, ça a été le message liberté, égalité, sororité. Et puisqu'un de mes engagements aussi, c'est quand même vraiment l'égalité femmes-hommes, de voir ça, de me dire, il y a littéralement des milliards de personnes qui sont en train de voir ça. Ça m'a fait fondre en larmes. Et je pense qu'il y a eu surtout une espèce de décompression après les législatives où j'ai eu très très peur. J'ai eu vraiment peur qu'on bascule dans quelque chose d'encore plus sombre. Et là, de voir ça, de me dire, ah mais en fait, il y a de la lumière. C'est un message d'espoir. Non, puis il y a un message vraiment de vivre ensemble. Il y avait vraiment toutes les couleurs de peau, les genres, les religions, les idées. Il y avait vraiment l'Académie française, des institutions, la garde républicaine avec Aya Nakamura. Enfin, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, ce message de on peut réussir à vivre ensemble et rendre ça désirable. Et j'avoue que j'ai bien pleuré devant cette cérémonie. Voilà, merci Thomas Joly. Et si tu avais un livre ou un film à nous conseiller ? Un film qui m'a beaucoup marqué récemment, c'est Les graines du figuier sauvage, qui est un film sur la situation en Iran. Bon, c'est une fiction, mais notamment qui revient sur la révolution récente qu'il y a eu, qui malheureusement n'a pas abouti politiquement, mais qui montre justement cette jeunesse, notamment iranienne, qui se révolte profondément face à l'ordre établi, face à la dictature, face à l'ordre patriarcal, et qui est vraiment bouleversant. Moi qui m'a fait, pour le coup, pleurer aussi, tu vois, comme quoi. Non, mais qui est vraiment un film magnifique, nécessaire, et qui, d'une certaine manière, donne aussi de l'espoir. Et je pense que c'est aussi une manière de s'informer. C'est un merveilleux mélange entre de vraies archives et une fiction. Et c'est magnifiquement réalisé. Vraiment, je le recommande à 2000%. Un autre contenu qui m'a marqué récemment, c'est le livre de Sama Karaki, L'empathie est politique. Là, c'est vraiment un essai écrit par une neuroscientifique qui est très important pour comprendre comment nos biais cognitifs sont utilisés par les politiques, par les médias, par des structures, en fait, pour nous permettre d'accepter des choix politiques. Et surtout, comment s'opère, et je pense que c'est la partie la plus importante du livre, comment s'opère la déshumanisation d'autrui. Comment chaque violence exercée contre des groupes sociaux a eu pour préalable la déshumanisation de tel groupe social. Et ça explique tellement de choses. Et elle n'appelle pas à arrêter d'avoir de l'empathie. Ou au contraire, elle ne dit pas que la solution, c'est l'empathie. Elle appelle à vraiment prendre conscience de ces biais-là, la manière dont ils sont utilisés. C'est vraiment un livre d'utilité publique qui est très accessible et que je recommande vivement. Parfait. Et bien, merci beaucoup, Salomé, pour cette discussion. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les liens des livres de Salomé, Sois jeune et tais-toi et Résister directement dans la description de l'épisode. D'ailleurs, le livre Résister est à seulement 5 €. J'en profite pour vous rappeler que si vous êtes étudiant, vous pouvez bénéficier de 12 séances gratuites et sans avance de frais avec un psychologue partenaire grâce au dispositif Santé Psy étudiant. Nous reviendrons très vite avec de nouveaux invités pour parler sans filtre de santé mentale. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous envoyer vos commentaires et à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées.
Ce podcast est une création Santé Psy étudiant, un dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Production par l'Acme Productions, écriture et animation Vicky H, composition originale Léo Westphal, réalisation Simon Zrak.